Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour ce nouveau rendez-vous des mardis de l'Agri. Ce matin, on va parler du marché turc, du marché de l'élevage et de l'aquaculture en Turquie. J'aimerais saluer notre intervenante de ce matin, Claire. Bonjour à toi. Merci pour ta contribution et ton concours, le partage de ton expertise ce matin avec les entreprises bretonnes qui se sont inscrites et qui vont participer donc à ce nouveau webinaire. Bonjour à toi, Claire. Bonjour Karen, bonjour Isabelle et merci à Bretagne Commerce International donc, pour cette belle occasion. Avec grand plaisir. Bonjour à toi, Isabelle. Isabelle, que je ne vous présente plus, qui est votre chargée d'affaires à BCI. Salut, Isabelle. Bonjour à toutes et à tous. Merci Karen, merci beaucoup Claire pour cette belle présentation que tu vas nous faire. Pour démarrer ce webinaire, donc j'aimerais vous rappeler et passer le bonjour également au SPAS, qui est notre partenaire tout au long de ce parcours filière des mardis de l'Agri. Le SPAS donc, qui va nous continuer de nous accompagner sur ce projet des mardis de l'Agri que l'on va poursuivre donc sur l'année 2022 avec plein de nouveaux marchés, plein de nouveaux pays au cours desquels donc on va balayer les différentes opportunités qui s'offrent à vous, que vous soyez dans l'alimentation animale, dans la génétique, dans la production de matériel et d'équipements agricoles. Voilà, l'objectif de ces mardis de l'Agri, c'est vraiment de faire une photo à l'instant T de l'état du marché de l'élevage et de l'aquaculture, aussi donc des équipements agricoles et des bâtiments d'élevage. Mais l'objectif, c'est aussi, de manière succincte mais très pragmatique, de vous donner les clés d'entrée au marché et de vous exposer toutes les différentes opportunités qui s'offrent à vous, quel que soit votre champ de compétences, quel que soit votre domaine d'activité. Donc, brièvement, pour revenir donc sur Claire, qui est notre intervenante de ce matin. Claire fait partie de la société Adventis, qui est l'un de nos prestataires agréés à l'étranger, donc basé en Turquie. Adventis fait partie du réseau de BCI depuis de très nombreuses années. C'est un partenaire de confiance avec des expertises dans différents domaines, différents secteurs d'activité, dont l'agriculture. Donc, Claire va partager avec nous toute son expertise et son expérience du secteur ce matin au cours de ce webinaire. Je ne vais pas m'attarder sur la présentation de BCI. Je vous ai inséré ici quelques vidéos qui vont vous présenter toute l'activité de la maison, de l'association. Comme vous le savez, on est financé par le Conseil régional de Bretagne et par la Chambre de commerce régionale, par la CCI Bretagne. On a plus de 1000 adhérents aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore adhérent à BCI, vous pouvez à tout moment le faire et rejoindre nos membres, bien évidemment. En ce qui concerne les services, donc vous le savez, on est là pour vous accompagner chaque jour dans votre développement à l'international, quels que soient vos différents besoins. On est là pour du conseil, pour vous accompagner en rendez-vous, pour vous aider lors de diagnostics export. On vous offre aussi l'opportunité de participer, comme ce matin, à différents webinaires, différentes réunions d'information. Grâce à différents outils dont je vais vous parler tout à l'heure, vous avez accès à de nombreuses veilles marchés, de nombreux outils pour vous accompagner, là encore, dans vos recherches et dans votre prospection et votre développement à l'international. L'autre casquette de BCI, c'est aussi d'accompagner les investisseurs étrangers en Bretagne. Bon, je vous laisserai lire et prendre connaissance de ces différentes diapos qui présentent toute l'activité de BCI. Je vais juste lancer cette petite vidéo qui va vous présenter en 4 minutes tous les différents outils numériques nouveaux qui sont à votre disposition. Donc, je vous remercie par avance pour votre attention et je lance de suite la petite vidéo. À tout à l'heure. Karen, moi je ne vois pas ton écran, je m'excuse. Est-ce que c'est le cas pour les autres?
Ah, Alors, je vais arrêter du coup, excusez-moi. Et inscrivez-vous directement en C'est bon, ligne. là? Alors, je vais peut-être remettre un petit peu... Profitez de nos outils je suppose que c'était le cas pour numériques tout le monde. conçus Isabelle, pour c'était pareil répondre pour à vos... toi? Ton micro est coupé. Ouais, j'attendais, mais non, ça. Il faut me dire dans ces cas-là, parce que moi, je ne vois pas ce que vous voyez forcément, en fait. En fait, j'attendais et je pensais que ça allait venir. Alors, excusez-nous pour ce petit aléa technique. C'est les aléas du direct, comme on dit. Je remets la vidéo au début. Accompagner la croissance des entreprises bretonnes à l'international, BCI accélère sa transition numérique en faisant évoluer son site web. Dès la page d'accueil, accédez aux dernières actualités du commerce international et à l'ensemble des ressources développées pour vous par BCI. Découvrez nos solutions et services sur mesure, adaptés à chaque étape de votre développement international. Parcourez l'agenda. Découvrez l'ensemble de nos événements. Et inscrivez-vous directement en ligne. Profitez de nos outils numériques conçus pour répondre à vos besoins concrets et simples d'utilisation. Ils sont une aide précieuse pour optimiser votre export. Gagnez du temps avec BCI Info, le service de veille et d'information. Accédez à nos dossiers thématiques, concentrés d'informations en lien avec l'actualité. Complétez votre veille marché avec des centaines d'articles récents, sélectionnés, qualifiés et classés par secteur et zone géographique. Consultez l'information technique et réglementaire de référence, vérifiée et mise à jour en continu pour vos opérations export. Pour aborder de nouveaux marchés ou analyser vos pays cibles, accédez à nos synthèses marchés et ces données approfondies. Alimentez votre ciblage et votre prospection en vous appuyant sur notre base de données d'entreprises et d'organismes étrangers. Adhérents, BCI simplifie vos démarches RH avec la CVTech. Consultez les CV de candidats aux profils internationaux. Publiez vos offres d'emploi. Avec Business to Students, entrez en relation avec des étudiants bretons pour des stages, études ou projets tutorés. Chef d'entreprise adhérente, accédez à BCI Connect, le réseau de mise en relation en toute confidentialité de dirigeant à dirigeant. Vous avez une problématique d'ordre stratégique et souhaitez un retour d'expérience ? Sélectionnez vos critères de recherche et contactez des dirigeants bretons référents souhaitant partager leur expérience. Votre entreprise est adhérente à BCI, créez votre espace personnel, retrouvez tous nos outils et pour faciliter vos recherches, créez vos alertes et ajoutez des articles en favoris. BCI innove avec Suppliers from Bretagne, la plateforme de promotion des entreprises adhérentes auprès d'acheteurs étrangers. Présentez vos produits et services, gagnez en visibilité, entrez en relation avec des acheteurs, distributeurs et importateurs internationaux. Catalogue en ligne du savoir-faire des entreprises bretonnes, Suppliers from Bretagne s'appuiera sur le réseau international de BCI pour étendre sa diffusion et générer des opportunités d'affaires. Enfin, pour attirer de nouveaux projets en Bretagne, le service de prospection et accompagnement des investisseurs étrangers, Invest in Bretagne, fait évoluer son site web. Valorisation de la dynamique économique et des secteurs d'activité, mise en avant des atouts de l'écosystème et des grands projets bretons.
N'attendez plus, rendez-vous sur www.bretagnecommerceinternational.com et exportez. Merci beaucoup pour votre attention. Donc voilà, vous avez toutes les clés maintenant pour utiliser activement tous ces services numériques que BCI met à votre disposition. Avant de laisser la parole à Claire, je vais m'attarder encore une dernière fois, si vous voulez bien, sur une date très importante à noter dans vos agendas. Le lundi 4 juillet 2022, nous fêterons les 10 ans de l'Open de l'International. Vous y participez déjà en très grande majorité depuis ces 9 dernières années. Comme vous le savez, c'est l'occasion pour vous, entreprise bretonne, de faire le tour du monde en une journée, de rencontrer plus d'une centaine de prestataires agréés du réseau de BCI qui viennent exclusivement pour cette journée à votre rencontre. C'est l'occasion pour vous aussi de solliciter des rendez-vous B2B, soit avec d'autres entreprises bretonnes, soit avec ces prestataires agréés à l'étranger. Vous pouvez vous inscrire, comme vous le savez, à de nombreux ateliers d'information, à des focus pays, des retours d'expérience, des ateliers de bonnes pratiques, etc. On va revenir sur un format en présentiel l'année prochaine, donc vous aurez aussi l'opportunité d'aller à la rencontre dans un village des partenaires, à la rencontre donc de différents prestataires, organismes, partenaires qui auront des mini-stands pour vous exposer les différents services qui sont à votre disposition. Donc voilà, comme d'habitude, ce grand rendez-vous est gratuit, réservé aux entreprises bretonnes. Donc notez d'ores et déjà le lundi 4 juillet 2022. On vous communiquera le lieu, on vous validera le lieu d'ici peu. Vraisemblablement, l'Open 2022 devrait se tenir à Saint-Brieuc, mais on a encore quelques confirmations en attente. On vous précisera le lieu donc d'ici quelques temps. En ce qui concerne le déroulement donc, de ce webinaire, comme d'habitude, c'est un moment privilégié pour vous, donc n'hésitez pas à poser vos questions dès que vous en avez envie. N'hésitez pas à rebondir sur les propos de Claire et à poser vos questions au fur et à mesure. On n'attendra pas la fin pour ce temps de questions-réponses. On essaiera vraiment de répondre au fil de l'eau à vos interrogations, à vos questions. N'hésitez pas, si vous n'avez pas de questions, à partager votre expérience, qu'elle soit bonne ou un peu moins bonne. C'est toujours bien de partager avec les autres participants donc votre expérience. Et puis enfin, si vous ne souhaitez pas forcément prendre la parole pendant ce webinaire, s'il y a des choses un peu plus confidentielles, un peu plus pointues, que vous souhaiteriez aborder en détail, c'est très facile d'organiser une visio avec Isabelle et avec Claire juste après le webinaire. On sait être réactif et rapide pour vous proposer des créneaux de rendez-vous gratuits évidemment, qui vont vous permettre de creuser un peu plus certaines problématiques que vous pourriez avoir, ou tout simplement pour vous donner quelques conseils pour aborder le marché turc. Donc surtout, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail à Isabelle ou à moi pour solliciter ce type de visio juste après le webinaire. Et puis, dernière petite chose importante, je vous remercie énormément par avance de prendre une petite minute lorsque le webinaire va se terminer. Lorsque vous allez vous déconnecter, vous allez tomber sur un petit questionnaire de 10 questions. Ça prend sincèrement pas plus de 10 minutes, mais c'est très important pour Claire et pour nous d'avoir votre retour, d'avoir vos suggestions, vos idées éventuellement de prochains webinaires. Si vous avez des marchés cibles que vous souhaiteriez que l'on aborde lors de prochaines réunions, n'hésitez pas à les mentionner sur ce petit questionnaire. Voilà, j'ai fini pour ma partie. Désolée d'avoir été un peu longue, mais tous ces points étaient importants. Je te laisse la parole, Claire, pour rentrer dans le vif du sujet donc, qui nous intéresse ce matin. Ici, ce sont les différents points que tu vas aborder avec nous. Une brève introduction à la Turquie tout d'abord. Tu vas faire un panorama global sur le pays. Un petit point écho sur la Turquie. Ensuite, eh bien, on va rentrer dans ce qui nous intéresse ce matin. Tu vas nous faire différents zooms sur les besoins et les opportunités par filière. Ensuite, tu vas nous faire un petit point sur la présence des sociétés françaises en Turquie. C'est important. Et puis enfin, tu vas nous donner quelques clés d'accès
au marché turc. Tu vas nous faire tes recommandations et nous donner quelques conseils pour bien aborder le marché. Tout à fait, merci À Karen. toi de jouer. Merci beaucoup. Merci encore à tous pour votre disponibilité, votre participation. Merci encore à BCI donc, pour cette belle occasion. Alors, sans perdre de temps, effectivement, juste pour ceux d'entre vous qui ne connaîtraient pas ou connaîtraient peu la Turquie, je commence toujours par situer en fait le contexte. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui sur la Turquie, c'est vraiment un pays qui a la chance, l'avantage d'avoir une position géographique assez stratégique, à cheval entre plusieurs continents. Et cette position lui confère aujourd'hui en fait une position de hub régional. La Turquie va être privilégiée par beaucoup de multinationales, non seulement pour exporter vers d'autres régions comme le Moyen-Orient, l'Asie, encore l'Afrique, mais aussi pour de plus en plus, surtout depuis la pandémie et les problèmes logistiques vécus avec la Chine, pour également donc sourcer, sous-traiter. Donc c'est vraiment une base à la fois de production et de réexportation. C'est un pays qui offre un potentiel démographique très important, donc c'est aussi un marché intérieur en lui-même. Et la Turquie reste quand même une force économique mondiale aujourd'hui, résiliente, on va le voir tout à l'heure, et qui offre en fait un cadre d'investissement assez attractif pour les investisseurs locaux comme étrangers. Donc, fort potentiel démographique, c'est vraiment un atout majeur de la Turquie, sa population. On est aujourd'hui à plus de 80 millions d'habitants. C'est une population jeune, urbanisée, fortement connectée en termes de digitalisation. En fait, les Turcs ont commencé, je dirais peut-être tard, mais ont rattrapé très rapidement le train de la digitalisation. Les gens sont vraiment très connectés, consomment beaucoup, passent beaucoup de temps donc, sur les tablettes, les smartphones et consomment également beaucoup sur les plateformes de e-commerce. L'économie turque, oui, rapidement, est-ce que juste tu peux revenir? Oui, voilà, juste quelques mots, c'est vraiment pour illustrer en fait, je dirais, l'économie turque qui est résiliente, les politiques économiques turques, financières et économiques turques arrivent vraiment en fait, à toujours remettre l'économie à niveau face aux différents aléas ou tourments, que ce soit politiques ou diplomatiques. Et on voit vraiment en fait sur ce graphique du PIB des hauts et des bas, vraiment, mais donc ça reste une économie à croissance positive et malgré la pandémie, c'est un des rares pays, une des rares économies à avoir échappé à la récession. Alors on va rentrer donc là dans le vif du sujet, on va commencer par l'agriculture. Et ensuite, on ira petit à petit sur les différents élevages. Alors, l'agriculture, la Turquie a l'avantage, encore une fois, je dirais naturel, avec des terres fertiles, un climat avantageux, plusieurs types de climats avantageux, un vaste territoire, ce qui fait qu'elle se place aujourd'hui 7e économie mondiale agricole et quand même premier producteur européen en termes de quantité de production agricole et 8e mondiale. On voit sur certains sous-secteurs comme la production sous serre que la Turquie est également très bien placée. Elle est 2e en Europe, 4e au monde. Et donc tout ça, c'est vraiment grâce à ces avantages, je dirais, de ressources naturelles, des vastes terres agricoles, une forte biodiversité. Elle est aujourd'hui 4e derrière la France, l'Italie et l'Espagne. Donc c'est vraiment un pays qui se rapproche en fait de ses forces agricoles méditerranéennes. Elle a un fort potentiel géothermique aussi. Et c'est un secteur qui contribue à hauteur d'environ 8% au PIB et qui occupe encore 17% des emplois, donc qui va garder une balance commerciale excédentaire et qui va être autosuffisant dans l'ensemble. Donc ici, pour vous montrer un petit peu que c'est un vaste territoire, on a une production très variée qui s'étend sur l'ensemble en fait de la Turquie. Les régions égéennes, méditerranéennes, donc qui sont à l'ouest, sud, vont être très propices à la culture des fruits, des légumes et aussi à la production sous serre. La région égéenne, par exemple, est très reconnue donc, pour les tomates, les figues. Au nord, la Turquie a l'avantage d'avoir un climat un peu comme la Bretagne. Donc, je compare beaucoup la région de mer Noire à la Bretagne. On a un climat pluvieux qui est plus propice, par exemple, à la production de thé, de riz, de noisettes.
Et puis, on va avoir aussi des régions très planes, vastes, qui vont être propices à la culture, par exemple, de céréales, etc. Si on regarde rapidement les produits à forte production de la Turquie dans son ensemble, donc on a pris les productions au-dessus d'1 million de tonnes en 2019 et 2020, on voit encore une fois que c'est une production très variée. Donc la Turquie va produire à la fois des céréales, mais aussi des fruits, des légumes. Et on voit donc que la production agricole sous serre est très importante. Comme je le disais tout à l'heure, la Turquie est deuxième européenne et quatrième mondiale, avec presque aujourd'hui 8 millions de tonnes de production sous serre et une production bio aussi qui monte de plus en plus. Donc, tous ces avantages placent la Turquie vraiment sur le secteur agricole comme un acteur incontournable au niveau mondial, avec des productions qui vont être vraiment dans le top 3. On est très fort donc, sur la tomate, sur d'autres produits comme le concombre, la pastèque, qui sont aussi également très produits sous serre. Les noisettes, hein, vraiment la Turquie est réputée là-dessus. Et donc, c'est un secteur qui va afficher une balance commerciale excédentaire avec environ 17 milliards de dollars exportés contre 10 milliards de dollars importés. Si l'on se penche sur les acteurs, alors on voit c'est un secteur, je dirais, qui regroupe à la fois des acteurs locaux, à la fois des acteurs étrangers. C'est un secteur qui est faiblement intégré comparé à l'aviculture, on le verra tout à l'heure, mais on retrouve quand même des très grands groupes qui sont plutôt actifs sur les céréales et qui vont également être actifs sur, par exemple, la fabrication d'aliments pour animaux. On a pas mal d'acteurs étrangers, et notamment français, comme on peut le voir, qui sont plutôt présents en direct, soit via des filiales industrielles ou des filiales commerciales. Alors, on va maintenant regarder un peu plus les sous-secteurs. Comme je vous le disais tout à l'heure... Excuse-moi Claire, je te coupe, je réponds juste, je rebondis sur une question qui a été posée tout à l'heure par l'un de nos participants. Oui, comme d'habitude, je vous transmettrai la présentation évidemment et le podcast sera aussi disponible sur BCI Info. Donc, pas de panique sur la prise de notes. Toutes les diapos que vous avez disponibles ici, je vous les enverrai après le webinaire. Excuse-moi Claire. Non, pas de souci, exactement. Vous aurez l'occasion effectivement de pouvoir revisionner. Et c'est vrai que je vais assez vite, je ne lis pas les slides, je ne rentre pas dans les détails. J'ai oublié de le préciser justement parce que vous aurez en fait la présentation. Donc, je vais vraiment essayer de souligner les points clés. Donc là, si on se penche sur les sous-secteurs, la culture sous serre est vraiment très importante en Turquie. Je le souligne parce que c'est important pour vous de voir un peu en termes d'opportunités, que ce soit l'export ou pour des projets de sourcing ou d'implantation, de voir quels sont les sous-secteurs qui offrent plus d'opportunités. Donc sur la production sous serre, on a vraiment un pays qui est très très avancé. Beaucoup surtout de légumes. Là, la tomate, elle est inclue ici dans les légumes. Alors, je ne sais jamais si c'est un fruit ou c'est un légume. Moi, j'ai du mal. Donc, ici, c'est considéré comme légume et ça fait partie. Pour moi aussi, c'est un fruit. Alors, ici, dans les statistiques, la tomate est considérée en légume et du coup, effectivement, on voit que presque donc un quart des légumes produits en Turquie sont cultivés sous serre. Tomates, concombres, pastèques font partie donc, du top 3 et c'est donc 8 millions de tonnes presque de production sous serre. Donc, autre filière opportunité ici, la culture bio qui a tendance donc à monter. On le voit en tant que consommateur, donc il y a un certain, je veux dire, on n'est pas au niveau des pays européens ou de la France, mais on voit de plus en plus dans la grande distribution des petits rayons bio qui se forment. On voit même sur les marchés en plein air des étalages de fruits bio, de légumes bio. Aujourd'hui, on est à peu près à 218 produits, 213 ou 218 produits qui sont certifiés bio en Turquie par un organisme local. Donc la législation est alignée avec l'Union européenne et je crois qu'elle est d'ailleurs en cours de révision. La production de semences est également un secteur très stratégique pour le coup, parce que la Turquie a été longtemps en fait importatrice de ces semences et l'objectif est vraiment de privilégier l'utilisation de plants locaux, qui est aujourd'hui à un niveau assez élevé pour les fruits et sur d'autres produits. Donc, on reste encore sur de l'importation. Ce qu'on voyait tout à l'heure, beaucoup d'acteurs
de multinationales sont présentes sur ce secteur. Et de manière générale, ça on le dit vraiment pour tous les secteurs, et je pense que c'est valable pour tous les pays, la digitalisation, donc l'agriculture 4.0, l'agriculture intelligente est en développement en Turquie. Surtout, on va le voir tout à l'heure, lié à des problématiques. Donc c'est un secteur qui a besoin d'améliorer sa productivité, d'optimiser ses coûts, et grâce donc notamment à des nouvelles technologies intelligentes. La machinerie agricole, c'est aussi un sous-secteur à opportunité. Alors ici, dans deux sens, à la fois pour des équipements à valeur ajoutée, parce qu'en fait, la Turquie est déjà une forte productrice de machinerie agricole, surtout de tracteurs et d'engins agricoles. On a des très grandes sociétés comme Case New Holland, qui est présent en Turquie, donc en JV avec Turtracteur, Mahindra, Ford, donc toutes ces entreprises sont présentes avec une production industrielle en Turquie. Mais la Turquie continue quand même à importer donc des équipements, des équipements pour la production, mais aussi des équipements, des pièces pour ces différents engins agricoles. Ici, donc, vous avez à la fois des opportunités pour exporter des équipements à valeur ajoutée, mais aussi pour faire du sourcing et de la sous-traitance industrielle, mécanique par exemple en Turquie. Donc, ce qu'il faut retenir pour le secteur agricole, c'est un secteur fortement producteur qui se repose sur des avantages naturels, à la fois climatiques, géographiques, qui bénéficie d'un soutien de l'État en termes de soutien aux agriculteurs, subventions, etc., mais qui fait aussi, du coup, face à des changements climatiques, les enjeux mondiaux, globaux sont les mêmes pour tous. Donc, le changement climatique est un risque. On n'est pas dans une science exacte. L'agriculture va changer. Donc, chaque année, la production va changer en fonction du climat, des conditions climatiques. Et c'est un secteur qui dépend encore, malheureusement, beaucoup des intrants, des importations. Je dis malheureusement parce qu'aujourd'hui, avec la dépréciation euro-dollar, ça a un impact de plus en plus important sur les achats et sur les marges en fait, des producteurs locaux. Donc ici, pour faire le lien, pour résumer rapidement les problématiques de ce secteur, on peut dire donc il contribue faiblement en fait au PIB. La dépendance aux importations et avec donc couplée à cette dépréciation, c'est une problématique majeure aujourd'hui, surtout que c'est un secteur où il y a beaucoup d'intermédiaires, donc entre l'agriculteur et le point de vente final, le produit qui est transformé, vous avez beaucoup d'intermédiaires. Les menaces naturelles, bien sûr, qui pèsent sur la Turquie, et surtout, on va le voir dans la slide d'après, on a voulu vraiment faire un zoom là-dessus, la problématique de l'eau est critique en Turquie, et donc l'agriculture doit vraiment miser sur des nouvelles technologies intelligentes, modernes, qui vont lui permettre d'améliorer sa productivité tout en optimisant les coûts. Donc, l'importance de l'eau, oui, on avait d'ailleurs, je crois, fait aussi un webinaire là-dessus. 70% de l'eau disponible en Turquie est utilisée en fait dans l'agriculture, et une majorité est utilisée de manière incontrôlée, non planifiée. On a encore aujourd'hui en fait aucune gestion de l'eau dans l'agriculture. On ne sait pas les quantités qui sont déversées. On reste sur des techniques d'irrigation, je dirais, assez standards. Donc, c'est vraiment une problématique majeure où donc, il peut y avoir des opportunités pour des entreprises françaises qui sont sur des technologies de traitement, de recyclage, de récupération de l'eau, par exemple. Et donc, qui dit problématique dit forcément besoin, et besoin, ça représente des opportunités pour d'autres. Donc, aujourd'hui, il faut être conscient que c'est un secteur, la Turquie, des fois, on a cette remarque, mais c'est un grand producteur, de quoi elle aurait besoin? Eh bien, pour produire, elle a besoin d'équipements de transformation, de technologies. Comme je vous le disais tout à l'heure, encore beaucoup de matières premières. Elle est autosuffisante sur certains produits, mais la Turquie a tendance aussi à importer beaucoup, même des céréales et d'autres types de cultures. Aujourd'hui, malgré la dépréciation, si vous êtes sur un secteur, je dirais, où vous n'avez pas beaucoup de concurrents locaux et vous avez en face de vous des concurrents étrangers, votre chance de pénétration reste finalement égale. Et de manière globale, comme je le disais tout à l'heure, on a vraiment des besoins ici en termes de technologie, machinerie intelligente, donc tout ce qui concerne l'agriculture 4.0.
Et là, donc, on va finir pour chaque secteur un peu avec cet impact Covid. Pour l'agriculture, ça a été plutôt positif. On est sur donc des produits de besoins primaires. Donc, il y a eu une production qui a monté. Pas non plus un chiffre très significatif, mais 5%, avec une montée aussi. Donc, la pandémie a fait prendre conscience, besoin de mieux consommer, de mieux vivre. Donc, il y a eu une montée, un bon impact, par exemple, sur les produits bio. Les sites en ligne qui se sont multipliés. On voit beaucoup aussi aujourd'hui donc, de consommation de fruits et légumes frais en ligne. Vous faites livrer directement chez vous votre panier de fruits et légumes. L'impact négatif, il est plutôt au niveau donc, de l'inflation, puisque importation encore de matières premières d'intrants en euros-dollars, donc qui s'impacte sur le prix final et pour le consommateur. Et surtout aujourd'hui, donc l'agriculture, en fait, toute cette chaîne a besoin aussi de revoir la gestion de la supply chain parce qu'on a vécu, comme beaucoup de pays, donc ces problématiques logistiques, manque de transport, manque de conteneurs, etc. Donc là, c'est fini pour l'agriculture. Je peux peut-être faire une pause, attendre si vous avez des questions particulières avant de Exactement, passer à oui. l'élevage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment, moins sur cette première partie, évidemment. Encore une fois, si vous n'avez pas de questions tout de suite, hein, n'hésitez pas à revenir vers nous après le webinaire et puis à demander, à solliciter un entretien ou à poser vos questions par mail. On y répondra très rapidement, comme d'habitude. Alors, j'ai une Parfait. question de Super. Xavier. Quel est le niveau de vie en Turquie? Salaire, revenu des ménages? Alors, salaire, revenu des ménages, c'est vrai que je n'ai pas insisté sur les chiffres tout à l'heure. Plusieurs chiffres, hein, je crois qu'on est autour de 8 000, 9 000 dollars du PIB par habitant. Le salaire moyen, je dirais qu'il est autour de, alors avec la parité, il est autour de, je crois que c'était 3 000, 3 000, 4 000 télé. Donc, si on pense en euros, c'est très faible. Mais pour comparer en parité de pouvoir d'achat, je dirais que c'est assez comparable à la France. En fait, si vous gagnez 1500 télé en Turquie, c'est comme si vous gagnez 1500 euros à Paris, par exemple. Mais donc le SMIC est de 2800, il me semble, et le salaire moyen, oui, on peut considérer entre 3000 et 4000. Mais le niveau de vie, pour compléter la réponse, donc le pouvoir d'achat reste aujourd'hui suffisant, mais avec effectivement l'impact là je dirais depuis maintenant un an, la pandémie, l'inflation. Effectivement, on voit quand même on voit que le pouvoir d'achat se détériore au niveau de produits peut-être simples, basiques en fait de consommation. Comme là justement les produits agricoles, on voit quand même une forte inflation sur les produits finis. Et les produits transformés aussi, du coup, les produits Oui, laitiers, bien sûr. etc. On va y arriver. Merci Claire. Je vous en Alors, prie. on va passer à cette deuxième L'élevage. partie avec les focus filières. Alors, l'élevage, donc on regroupe, nous, très souvent bovins, ovins, caprins, parce que la Turquie, en fait, quand on parle d'élevage de gros bétail, c'est vraiment le bovin. Le cheptel est plutôt constitué de bœuf. On a vraiment très, très peu d'élevage de buffles en Turquie. Et sur donc, les bovins, on a environ 37% qui sont des vaches laitières. Le nombre de bêtes augmente progressivement chaque année. Et on peut avancer, Karen, on va rentrer dans le détail un peu les races. On est sur un secteur donc, qui repose beaucoup sur l'importation. La majorité des races disponibles en Turquie sont des races étrangères. Pour des raisons de coût, je crois que c'est plutôt Brésil et Uruguay. Alors, il y a à peu près 20 ans, on était à 40% du cheptel qui était constitué de races locales, mais aujourd'hui, vraiment, les races locales sont en dessous de 10%. Donc, c'est dû à des questions de productivité. En Turquie, les bœufs qui sont élevés en local sont plutôt en fait conservés pour les sacrifices religieux, mais généralement les races étrangères sont préférées pour à la fois des fins de reproduction, d'engraissement, etc. Donc géographiquement, on a une répartition, je dirais, assez homogène sur l'ensemble du territoire, avec 15 villes majeures qui ressortent, notamment celles donc, qui ont une superficie beaucoup plus grande. On voit par exemple Konya au centre, juste en dessous d'Ankara, qui est en fait la plus grande ville et qui est assez plane, qui est très propice à l'élevage.
Alors, si l'on se penche sur la structure des fermes de bovins, il s'agit vraiment de très petites fermes familiales, donc de moins de 10 bêtes. C'est l'ensemble, je dirais en moyenne, une ferme turque, ça va être 15 bovins. Dans les années 2000, en fait, l'État a mis en place des subventions pour moderniser les fermes, les élevages, et vous avez beaucoup d'investisseurs hors secteur de l'élevage qui ont investi là-dedans, et il y a eu en fait une création de très très grandes fermes, donc de plus de 2000 bêtes, un peu à l'américaine, à la brésilienne, mais qui constituent encore aujourd'hui très, très, très peu en termes de nombre sur la totalité des fermes, mais qui sont donc des fermes beaucoup plus modernes et équipées avec des professionnels pour une bonne gestion des troupeaux. Alors, le cheptel ovin, en Turquie, bon, le mouton et l'agneau restent consommés plutôt en fait, pour les fêtes religieuses de l'Aïd, donc c'est un secteur autosuffisant, il n'y a pas d'importation, il n'y a pas non plus vraiment d'exportation. C'est surtout les moutons hein, qui représentent la majorité du cheptel. Les caprins vont être plutôt utilisés, exploités en fait pour le lait. Du coup, contrairement à l'élevage bovin, on est plutôt ici sur des races locales. Je pense qu'on peut passer rapidement, oui. Sur la répartition géographique, je dirais qu'elle est assez similaire. On est encore en fait sur des villes donc à forte superficie et plutôt planes qui sont privilégiées pour l'élevage. Alors, en termes de production de viande, la Turquie va plutôt produire donc de la viande rouge, donc de la viande bovine. On est la viande de mouton, de chèvre, etc. va être beaucoup plus faible. Alors sur le lait, par contre, donc là, la Turquie se positionne parmi les 10 plus grands producteurs mondiaux, avec surtout du lait de vache, hein, environ 23 millions de tonnes, du lait de brebis. La Turquie se classait première en 2018 pour la production du lait de brebis. Là, on n'a pas eu des chiffres plus récents, mais donc la Turquie utilise beaucoup donc le lait de vache et le lait de brebis. On va le voir tout à l'heure parce qu'elle a une forte production de produits laitiers dérivés en fait. Alors, au niveau de la structure des fermes donc de vaches laitières, on est aussi sur des fermes, je dirais, avec un nombre de bêtes faible, mais on est plus entre 20 et 50 en moyenne, et on a 300 fermes qui sont de très grande taille, donc plus de 500 bêtes. Donc, effectivement, je dirais que les fermes de vaches laitières sont plus modernes que les fermes de bovins, de bœufs reproducteurs. Alors, la Turquie est un fort producteur de produits laitiers parce qu'en fait, sa consommation, sa culture culinaire repose beaucoup sur les produits laitiers. Beaucoup, donc, yaourt, du fromage type feta, fromage de brebis, le ayran, qui est en fait une boisson liquide à base de yaourt, sont des productions très, très fortes. Elle produit également donc, du lait en poudre, d'autres types de fromages, du beurre, etc. Là, on va regarder maintenant un peu plus le commerce extérieur. Donc, pour commencer, les bovins vivants. Ce qui est intéressant ici, vous allez le voir, hein, la Turquie, l'élevage bovin repose beaucoup sur les importations, que ce soit de viande et aussi donc de bêtes. Et puis tout aussi les matières premières, on va le voir tout à l'heure. La Turquie va exporter très peu. À côté de ça, donc elle va, parce que ces races locales sont peu performantes, les exploitations sont vraiment très petites, donc il y a quand même un déficit en termes de production de viande, elle doit importer. Et il y a aussi un peu une politique de régulation de prix par l'État qui en fait va importer, stopper d'importer, etc. Pour des raisons économiques, ça va être plutôt les origines Brésil, Uruguay qui vont être privilégiées. Et donc, pour vous donner un exemple, en 2020, la Turquie a interdit l'importation, puis finalement a réautorisé sur une petite période pour réinterdire. Donc ça, c'est un peu c'est propre, je dirais, l'État a une forte intervention à ce niveau-là. On voit au niveau de la viande aussi, donc là, encore une fois, la Turquie importe de la viande bovine fraîche. La France était quand même deuxième fournisseur en 2017. Là, les pays fournisseurs vont être plutôt donc, Pologne, Europe de l'Est pour la Turquie. Elle n'importe pas de viande ovine caprine, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est plutôt un secteur autosuffisant. La Turquie n'exporte pas non plus
de viande. Aujourd'hui, donc, il y a une baisse quand même des importations parce que l'État va mettre en place une politique de protection. Mais encore une fois, comme je vous le disais, c'est vraiment une sorte de politique de régulation des prix face au coût d'intrants, face à la dépréciation, où l'État va lancer un appel d'offres pour importer de la viande ou du bovin vivant, et puis ensuite reprotéger les éleveurs turcs en interdisant l'importation sur une période donnée. Donc la Turquie, par contre, exporte des produits transformés, donc laitiers, et là plutôt sur des pays voisins comme l'Arabie Saoudite, l'Irak, qui sont des grands partenaires. Et la Turquie va surtout importer du beurre. Donc elle exporte beaucoup de fromage, du lait en poudre, mais elle importe également du beurre, et là plutôt d'origine de l'Union européenne. Donc, pour finir sur le commerce extérieur, donc de matériel, équipement, là, on voit aussi que la Turquie importe principalement des équipements pour les fermes, notamment aussi tout ce qui concerne la nutrition, les produits de soins, de santé, le confort animalier. Ça reste encore des produits qui reposent fortement sur l'importation. On voit par exemple les semences bovines restent fortement importées. Alors, au niveau de la consommation, les Turcs consomment environ 14,5 kg de viande rouge par personne par an, ce qui est très faible par rapport aux pays européens. Le lait va être beaucoup plus consommé. En litres de lait, c'est 39,7, mais je sais que le produit laitier le plus consommé en Turquie, c'est le yaourt, comme je vous le disais, parce que c'est vraiment en fait, un accompagnement de plat principal en Turquie. Donc, les Turcs consomment beaucoup de yaourt. Alors, au niveau des acteurs, ça reste un secteur très encadré par l'État. On a donc à la fois le ministère, donc l'Office étatique de la viande et du lait, qui vont donc réguler les prix, qui vont autoriser les importations, arrêter les importations, etc. Les acteurs sont plutôt locaux aujourd'hui au niveau de la transformation de produits viande et laitiers. On a quand même quelques grands acteurs d'elle notamment, donc Vachiri en Turquie, de Président, de plus en plus la marque Président qui est aussi présente sur les produits transformés, mais ça reste quand même un paysage plutôt dominé par des acteurs locaux. Donc, il faut encore retenir sur ce secteur que la Turquie est plutôt dépendante des importations pour pouvoir en fait produire. Donc, les matières premières, mais aussi, on l'a vu, de viande, de bêtes. C'est un secteur encore qui est encadré par l'État. Ça a un avantage d'un autre côté parce que l'État soutient beaucoup les éleveurs, donc à travers des incitations ou des subventions. Je sais que la Turquie fait aussi partie du programme européen comme l'IPARD, par exemple. Mais ce qui est difficile ici, pour pénétrer le marché, comme vous l'avez vu, on a des interlocuteurs de très très petites fermes. Donc ici, quand vous souhaitez cibler avec des technologies ou des équipements pour la ferme, il faut passer par des partenaires donc qui sont en fait des équipementiers intégrateurs qui ont des vétérinaires dans leurs équipes et qui vont à la fois cibler les petites fermes et aussi les très grandes fermes modernes que je citais tout à l'heure. Donc, oui, en fait, ça va être assez répétitif, mais donc on a une dépendance à l'import, ce problème de productivité à améliorer, on est sur des élevages très traditionnels de petite taille et donc des coûts d'exploitation élevés, mais on peut passer à la slide d'après. Donc, qui dit problématique dit besoin. Et on a donc aujourd'hui encore les opportunités export se situent sur tout ce qui concerne l'hygiène, la santé des animaux, le bien-être des animaux. La génétique est encore aussi fortement, je dirais, repose sur du savoir-faire étranger. Vous avez un salon majeur qui approche, c'est en février 2022, AgroExpo à la fois pour l'agriculture et l'élevage, qui peut être intéressant. Donc si vous souhaitez en savoir un peu plus sur les acteurs en Turquie et rencontrer les acteurs sur place. Et donc, encore sur le même modèle, pour finir avec l'impact du Covid, l'effet pour l'élevage bovin était plutôt négatif avec une baisse de la production, donc surtout à cause en fait de la hausse des prix des matières importées. Et donc l'État, en fait, il y a eu un surplus de viande, l'État a dû interdit d'importer, puis autoriser temporairement, etc. Comme je vous disais, c'est vraiment une politique assez intéressante en fait pour réguler les prix, d'importer, de stopper d'importer.
Donc, pareil, je peux faire une pause si vous avez des questions à me passer à l'aviculture. Est-ce qu'il y a des questions? Écoute, je vois personne se manifester. Il n'y a pas de questions dans le chat non plus. Donc, on va enchaîner, si vous voulez bien, et on va effectivement passer sur la filière avicole. Oui. Alors, l'aviculture, donc différemment, je dirais, de l'élevage bovin, est très, très moderne en Turquie. Hein. La Turquie se positionne dans le top 10 mondial, à la fois en termes de production et d'exportation, que ce soit de viande de volaille, mais aussi d'œufs. Et on parle vraiment d'une production ici très axée sur le poulet de chair, très peu de dinde. Donc, il s'agit d'un secteur qui est en forte croissance, en constante croissance, qui est moderne, qui est fortement intégré. Là, on a vraiment des acteurs qui sont actifs de la reproduction jusqu'à la transformation des déchets et l'alimentation animale. On va voir tout à l'heure les acteurs, mais on a des établissements qui sont assez bien équipés, qui sont à des normes harmonisées avec l'Union européenne, mais il faut rappeler quand même, c'est important, que la Turquie n'a pas d'accord vétérinaire avec l'UE, donc il est interdit pour la Turquie d'exporter de la viande de volaille ou des dérivés de volaille vers l'Union européenne. Donc, ça va être plutôt les pays partenaires vont être autour de la région ici. En 2020, non, c'est bon, hein, tu peux avancer, Karen. En 2020, donc, la Turquie s'est classée 10e productrice de viande de volaille au monde, avec une très faible part de viande de dinde, qui reste consommée en Turquie plutôt, alors, soit dans les institutions de l'armée ou alors dans les restaurants. On voit quand même de plus en plus de produits transformés, prêts à consommer dans les rayons à base de dinde. Donc, il y a quand même une petite croissance. Alors, la production d'œufs est très très forte. Hein. Là, on le voit sur différents marchés, que ce soit les œufs commerciaux, donc traditionnels, mais aussi le bio, le free range également. On a un marché assez important au niveau alternatif en Turquie. Ce qu'on appelle marché alternatif, en fait, ce sont les ventes non facturées, hein, donc qui sont hors grande distribution, pardon, qui vont être qu'on va retrouver sur des marchés en plein air. C'est votre voisin qui va vous ramener ça de la petite ferme du coin, etc. Donc ça reste un marché assez important en Turquie aujourd'hui. Au niveau de la localisation de la production, on est par contre ici beaucoup plus concentré sur l'ouest. Les œufs un peu partout vers le centre, mais par contre la majorité donc, des abattoirs, des sites de production de volailles vont être concentrés à l'ouest donc, de la région Marmara pour aller vers le sud égéen. Les grands acteurs sont vraiment tous concentrés dans cette région. Alors ici, on voit quand même une grande partie du commerce extérieur se fait vers les pays voisins parce que, comme je vous le disais, on n'a pas d'accord vétérinaire avec l'UE. La Turquie est freinée aussi par des barrières vers les États-Unis. Donc, ces pays-là qui sont plutôt les gros consommateurs, mais la Turquie va être tournée vers d'autres pays. Ça représente quand même un risque parce qu'aujourd'hui, on voit que ce sont des marchés qui sont également instables. La Russie, qui était un gros client de la Turquie, est devenue aujourd'hui aussi un peu un exportateur. Des pays comme l'Irak, la Syrie étaient des très gros clients de la Turquie, donc sur la viande de volaille et d'œufs. Donc il y a des enjeux au niveau de l'exportation. La Turquie doit vraiment les producteurs de volaille doivent bien balancer leur production équilibrée entre marché intérieur et export. Alors, c'est aussi un secteur dépendant donc d'importation de matières premières, un peu plus autonome au niveau des équipements de plus en plus. La génétique ici repose totalement sur une génétique donc, étrangère, importée. On a depuis quelques années un projet de développement de races locales. Il y a des races locales, mais qui sont peu productives, qui restent une alternative vraiment en cas de hausse de prix très élevée. Donc la Turquie va aussi ici importer à la fois des céréales. On l'a vu au niveau de l'agriculture, la Turquie produit fortement des céréales, mais sur certaines céréales, elle n'est pas autosuffisante. Donc elle importe aussi, et notamment pour la transformation en aliments, donc nutrition animale. Elle va aussi importer tout ce qui repose sur les vaccins, l'hygiène, etc.
les vitamines, enzymes par exemple. Alors, en raison du prix de la viande rouge, la viande de volaille est beaucoup plus consommée en Turquie. Les œufs aussi sont fortement consommés. Les œufs font partie un peu de la culture du petit déjeuner en Turquie, donc ils sont fortement consommés. Et la viande de volaille, même si ça reste faible par rapport aux autres pays, reste au niveau on est à peu près à 22 kilos par an par personne. On a une question claire de Oui. Pierre. Bonjour Pierre. La Turquie transforme-t-elle les œufs en produits élaborés et la consommation de produits élaborés à base d'œufs est-elle en évolution? Oui, tout à fait, très bonne question. Alors ça, je préférais vous répondre peut-être avec des chiffres concrets hein, après le webinaire. Mais effectivement, il y a donc des produits à base d'œufs. Donc je ne sais pas si on parle de la même chose, mais ce sont par exemple les œufs donc directement liquides pour les industriels, boulangers, pâtissiers, etc. Il y a eu un impact en même temps positif. On le verra tout à l'heure au niveau du Covid. C'était un secteur en montée. Avec le confinement, l'arrêt du Horeca, etc., ça a un petit peu impacté ce type de produit. Et en même temps, privilégier la consommation d'œufs directement de consommation. Mais effectivement, si vous le souhaitez, là-dessus, je pourrais vous envoyer des chiffres plus concrets. J'ai noté la question, on reviendra vers vous. Pierre, est-ce que ça a déjà répondu dans les grandes lignes à votre question? C'était l'objet de votre question. J'ai activé votre micro, vous pouvez nous répondre si vous voulez. Oui, ça a répondu à la question. Parfait. Alors, on a une autre question de Thomas. Pourquoi as-tu mentionné dans des diapos précédentes que la Turquie n'importe que des femelles de sélection? Ah, c'est peut-être une erreur. Alors, peut-être au niveau des femelles, mais normalement, la Turquie importe plutôt des mâles, il me semble. Alors, je vais revenir Alors, en c'est peut-être arrière. une erreur de diapo. J'ai pas noté ça. Poulet de chair. Sur l'élevage bovin, je pense. Ou c'était sur... Ah, pardon, c'était sur l'aviculture. Alors, je vais activer Sur le... l'aviculture, au niveau des importations des femelles de sélection. Alors, je sais, en Turquie, on importe à la fois en fait des poussins de reproduction, on importe les grands parentaux, les Ouais, c'est juste grandes... sur la dernière slide que vous montriez. Sur la dernière slide? Ouais, vous pouvez avancer là un petit peu. Ouais, Non, peut-être qu'on revient dessus. Commerce voilà, extérieur, peut-être ici. c'est juste marqué la Turquie n'importe que des poussins femelles de sélection et de multiplication. Donc, c'est principalement des femelles, j'imagine. Il y a moins de mâles. Les mâles sont... Mais je pense qu'il y a des mâles aussi, non? Je pense aussi, alors c'est peut-être une mauvaise formulation de notre part. C'est juste pour savoir s'il y avait un sens particulier. Il faudrait que je vérifie ça. Écoutez, très bonne remarque. C'est juste... Oui, non, très bien. Alors, merci Thomas. On va checker l'information et puis mettre à jour éventuellement la diapo. Oui. Mais je suis sûre qu'on importe en fait, parce qu'on importe les grands parentaux à la fois mâles, femelles. Alors après, est-ce que c'est plus les femelles, est-ce qu'on se concentre plutôt sur les femelles de sélection et de multiplication? À voir. Oui, ouais, en général, il y a 15% peut-être de dans mâles. ce sens. Ouais, ça doit être plutôt dans ce sens-là. Ok, super, merci. Je vous en prie. Alors, je vérifie qu'il n'y ait pas d'autres questions, ce qui est le cas. Donc, on va pouvoir poursuivre sur le point suivant. Alors, donc effectivement, oui, la consommation peut passer. Une consommation qui a tendance à augmenter, oui, tu peux avancer, Karen. Aujourd'hui, la consommation augmente dans une moindre mesure. Hein, il y a eu des impacts, mais elle augmente. Si on regarde donc les acteurs, alors ici, on a beaucoup d'acteurs aussi locaux. On voit plutôt des enseignes locales pour la production de viande et d'œufs, mais sur la génétique, comme je disais tout à l'heure, c'est plutôt étrangère. Alors, on a aujourd'hui des enseignes qui sont directement présentes en Turquie, comme Aviagen, Ross, donc qui sont en fait en JV avec
des entreprises locales. Et on voit aussi, on l'a vu dans les années précédentes, comme il y a eu quand même je dirais une certaine baisse de la production et une baisse des marges dans le secteur avicole, parce que la Turquie a perdu des marchés à l'export, parce qu'il y a eu aussi des problèmes économiques et aussi la pandémie. Certains acteurs locaux se sont rapprochés en fait de projets FUSAC avec des entreprises étrangères. C'est le cas de Banvit, qui est un des plus gros intégrés, qui a été racheté par le brésilien BRF. C'est le cas d'autres enseignes aussi qui sont en négociation pour parler avec des enseignes étrangères. Alors, à retenir, effectivement, ça reste quand même une force avicole mondiale, la Turquie, avec des sites vraiment intégrés modernes. La majorité aujourd'hui des équipements pour les fermes avicoles peuvent être fabriqués en Turquie. Je crois qu'on est à un taux de suffisance autour de 70-80%. Donc, on va plutôt fabriquer des cages, du feeding, ce genre de choses, système d'automation aussi basique. Il y a une bonne maîtrise de la santé animale. Par contre, là, on repose donc sur des produits importés. Et c'est un secteur aussi où je dirais, la main-d'œuvre est assez bien formée, qualifiée. On a toujours donc ce souci de dépendance aux importations matières premières qui impactent le prix, comme encore une fois on le disait tout à l'heure, l'inflation sur les produits finis. Il y a quand même un impact sur les produits donc, transformés. Les problématiques majeures, donc encore une fois, pour résumer, c'est vraiment les matières premières, la génétique, donc tout ce qui impacte en fait en amont, la production va reposer sur l'importation. La consommation a tendance à augmenter petit à petit, mais reste quand même en dessous des attentes des industriels. C'est un risque, puisqu'aussi il y a une saturation des marchés à l'export. Et ce qui fait que du coup, les marges baissent face à tous ces enjeux-là, les marges des producteurs baissent. Donc, il faut ici, je pense que tu peux avancer sur la prochaine slide, il faut ici, donc encore une fois, problématique égale besoin, égale opportunité pour d'autres entreprises qui vont proposer des solutions, donc soit pour améliorer, optimiser les coûts, améliorer la productivité, donc tout ce qui va concerner équipement, technologie avancée, mais encore, donc, les opportunités persistent aussi sur tous les intrants, toutes les matières premières, tous les produits qui vont toucher à la santé, la génétique, aussi la transformation de la viande. Et pour finir, donc, sur l'impact Covid, alors il est à la fois positif et négatif sur l'aviculture. C'était un peu tout à l'heure par rapport à la question, en raison de la fermeture en fait, du HoReCa, il y a eu une baisse de consommation à la fois d'œufs donc liquides transformés pour les professionnels, mais il y a eu une augmentation par contre sur la consommation des ménages parce qu'on s'est mis à faire notre pain et nos gâteaux, tout à la maison, donc il y a eu une forte consommation d'œufs. Et donc de manière générale, je dirais que c'est plutôt positif. Et là, ça reprend un petit peu le fonctionnement standard. Alors, on va passer du coup à la pêche et l'aquaculture. Est-ce que vous avez d'autres questions sur... Ouais, je ne vois pas d'autres questions arriver, donc on va pouvoir passer. Je vois l'heure qui défile. C'est notre dernier secteur de la présentation. Donc, c'est un secteur, alors oui, pour revenir au tout début, donc la Turquie a l'avantage, ici encore une fois, de ressources naturelles. Elle est entourée de mer, elle a pas mal d'eau douce, mais malgré ça, c'est un secteur assez jeune. La pêche, l'aquaculture est un secteur assez jeune qui s'est fortement, je dirais, industrialisé, surtout dans les débuts des années 2000, avec en fait des incitations à aide de l'État. Donc on va le voir, tu peux avancer Karen. Les eaux turques, donc riches, sont plutôt riches en espèces maritimes, que ce soit à la fois en mer et en eau douce. Aujourd'hui, la Turquie se place 19e producteur mondial. On est deuxième producteur européen dans les pays de l'Union européenne et premier producteur européen de bar et dorade. Ce sont vraiment les poissons les plus exportés. D'une manière générale, en fait, aujourd'hui, on voit vraiment que la production en pêche a beaucoup diminué.
pour laisser place à la production en aquaculture, beaucoup plus moderne. Puis la pêche, encore une fois, hein, c'est relié à beaucoup d'enjeux naturels. Donc la production de l'aquaculture est beaucoup plus rentable en termes de valeur. Aujourd'hui, la production d'aquaculture reste quand même en deçà des capacités de 500 000 tonnes par an. Les ressources en fait ne sont pas efficacement utilisées, mais on voit de manière générale que la production augmente, donc progressivement. Elle a quand même doublé en l'espace de 4-5 ans. Donc, il y a un potentiel important sur l'aquaculture, avec aussi l'État qui fixe donc des objectifs à atteindre au niveau de la production en aquaculture. Donc, cela va créer des nouveaux besoins. Donc, la production, que ce soit pour la pêche ou l'aquaculture, va être plus importante en eau douce. Et donc la pêche reste plus instable en raison des enjeux climatiques, naturels. La production en mer, on le voit, pour la pêche est quand même 10 fois plus élevée qu'en eau douce. Donc les eaux turques sont riches en espèces, mais malheureusement, donc le nombre d'espèces disponibles a tendance à baisser. Les anchois, le sprade, le bonite, la sardine sont parmi les espèces les plus consommées en local et exportées également. Donc ça, c'est pour la pêche. Au niveau de l'aquaculture, on est sur plutôt la truite, dorade et le bar, qui sont donc fortement exportés, hein, comme on le disait tout à l'heure, premier producteur européen de ce type de poisson. En aquaculture, on a vraiment plus de 2000 sites, 2000 installations qui sont donc plutôt modernes, on le verra tout à l'heure. Et aujourd'hui, il y a une bonne concentration donc, au niveau du sud et de plus en plus au niveau de la mer Noire. Alors, on voit en fait, depuis 2014 surtout, vraiment, c'est une année qui a marqué la mise en danger des espèces. Donc, la Turquie a vu pas mal dans ses eaux le nombre d'espèces baisser, ce qui fait qu'en 2018, l'État a réagi donc, en mettant en place des plans en fait, d'ensemencement régulier des eaux, donc que ce soit à la fois pour libérer un nombre de poissons important dans différentes villes et aussi dans différents types de ressources d'eau. Et c'est intéressant, hein, qu'assez contradictoire. La Turquie, c'est un pays quand même je dirais historiquement de métier de pêche, avec la première flotte de pêche d'Europe, mais en fait qui est très peu productive. Quand on zoome dessus, on voit que 90% des bateaux en fait sont des petits bateaux de pêcheurs très peu productifs. Donc la majorité de la production est réalisée par moins de 10% des bateaux modernes. En aquaculture, c'est un peu le contraire. On a là, par contre, des sites assez modernes parce que c'est un secteur qui s'est fortement développé en fait, début des années 2000 avec des incitations. Beaucoup de producteurs ont investi dans ce secteur. Les Turcs arrivent à fabriquer leur propre construction site, en fait, les piscines, les systèmes de cage, etc. Et ce sont des sites assez modernes qui sont audités souvent par des centres européens et accrédités aux normes standards UE. C'est pour ça que la Turquie arrive d'ailleurs, enfin exporte surtout dans l'Union européenne ces poissons. Alors, sur le plan du secteur du commerce extérieur, donc la balance reste excédentaire. D'ailleurs, 2020, ça a été en fait le niveau le plus élevé des exportations de l'industrie aquacole. Donc, les pays de l'UE sont parmi les premiers clients de la Turquie. Ça reste une balance excédentaire, mais on verra, ça contribue, c'est un secteur qui contribue en fait très faiblement à l'ensemble de l'économie turque. Ça repose encore une fois sur des importations. Donc, pour produire, la Turquie a besoin d'équipements à valeur ajoutée. Aujourd'hui, effectivement, elle est capable de fabriquer certains équipements, donc que ce soit au niveau en fait, de la construction de sites, mais on voit que sur des produits avancés, des équipements, même voire des filets de pêche de qualité, ça reste en fait des produits importés. La consommation aussi reste assez faible en Turquie. Donc là, c'est pour plusieurs raisons, hein. C'est à la fois une culture culinaire qui va reposer plus sur de la viande, mais aussi des protéines végétales plutôt qu'animales.
Le poisson coûte plus cher aussi, puisque c'est un peu comme à la bourse. En fait, s'il y a une disponibilité, le prix baisse. Si le poisson est peu disponible, le prix augmente. Donc, effectivement, il reste peu consommé et on voit une consommation qui évolue vraiment très peu, voire limite à la baisse depuis plusieurs années. On est à 7 kilos par an par personne contre 24 kilos en moyenne en Europe. Alors ici, au niveau en fait oui, la consommation, je pense qu'on peut passer. Voilà, les acteurs majeurs. Donc on a, comme je vous le disais, l'État qui a fortement encadré ce secteur jusqu'au début des années 2000. Ça a été un avantage dans un sens et un désavantage dans l'autre. Et en fait, aujourd'hui, c'est un secteur qui reste très mal organisé, ou en tout cas avec des conflits d'intérêts entre trois types d'organisations, trois unions qui vont réguler les différents secteurs. On est donc avec, là on n'a pas parlé effectivement des acteurs privés, mais vous avez des grands acteurs privés au niveau donc, de la production de produits maritimes et de plus en plus aussi de produits transformés, surgelés, congelés, de plats prêts à consommer. Donc sur ce secteur, on peut retenir encore une fois que la Turquie repose sur des ressources naturelles importantes, mais qui sont en danger. Donc il faut qu'elle fasse attention donc, à ces risques et nouveaux enjeux et mieux exploiter ces ressources. Pour ça, elle va avoir besoin donc, de reposer sur des savoir-faire. La balance de produits est excédentaire, mais comme je vous disais, ça contribue vraiment très faiblement à l'économie dans l'ensemble. On est à presque 1% du PIB. Il y a vraiment un besoin de restructuration, de modernisation à la fois des flottes pour la pêche et aussi donc, sur l'aquaculture. Donc là, pour résumer sur les problématiques qui vont nous amener sur les différents besoins, on a des sites à capacité très faible, 66% entre 0,50 tonnes. Aujourd'hui, beaucoup de produits obtenus, donc la qualité du poisson baisse, la qualité donc, des produits obtenus aussi va baisser, il faut des alternatives plus durables. On a des coûts élevés de l'alimentation, donc qui impactent directement toute la filière, que ce soit farine, huile, le soja, le maïs, les céréales aussi vont être importés, les œufs, les embryons, comme on le voyait tout à l'heure, sont importés. Aussi, il y a, je dirais, une problématique en Turquie liée un petit peu au fait qu'il y a une pêche sportive peu soucieuse en fait des règles de l'environnement. Donc, il y a aussi les enjeux climatiques vont en fait à la fois les enjeux climatiques, réchauffement planétaire, etc., mais aussi une mauvaise, en fait, un manque de respect, une mauvaise gestion et un manque de conscience vis-à-vis en fait, des règles, qui sont d'ailleurs beaucoup plus flexibles en Turquie quand vous avez la taille des poissons. C'est beaucoup plus, vous pouvez pêcher jusqu'à des beaucoup plus petits poissons qu'en Europe. Donc là-dessus aussi, je crois que les législations doivent être revues et sont en révision. Alors ici, pour vous donner quelques exemples de besoins concrets, encore une fois, c'est un peu, je dirais, c'est commun à tous les secteurs de l'élevage. On a la nutrition, les médicaments, les vaccins, ce genre de choses, mais aussi donc, la génétique, des équipements modernes pour les fermes. On peut citer par exemple tout ce qui va toucher aussi à la surveillance des eaux, le diagnostic, la santé donc des animaux, les kits d'analyse, par exemple, de mesures, ce genre de choses, les systèmes automatiques d'alimentation. On a aussi, dans les années précédentes, beaucoup parlé de technologies de production en circuit boucle fermée pour l'aquaculture. Donc, vous avez des opportunités assez spécifiques sur ce secteur. Et donc, pour terminer sur l'impact du Covid, l'aquaculture en a un peu bénéficié avec une petite hausse de la production. La pêche a vu baisser. Et on voit quand même que donc il y a eu un impact positif au niveau des produits prêts à consommer, donc qui va en fait accélérer cette transformation aussi au niveau des produits, des plats prêts à consommer. On a eu une grande problématique cet été en Turquie, les eaux, donc surtout de la mer de Marmara. Il y a eu le phénomène de mucilage. Et ça a impacté ce secteur fortement parce que les pêcheurs n'ont pas donc été incapables de travailler et ça a tué des milliers de poissons dans les mers turques. Alors, on arrive à la présence, donc peut-être une pause pour les questions sur ce secteur. Je vois pas de questions apparaître.
D'accord. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à revenir vers nous après le webinaire, hein. On va pouvoir avancer, je pense, Claire, sur le dernier point, enfin l'avant-dernier point. Oui, tout à fait. Alors, la France et la Turquie ont vraiment une relation, je dirais, historique, hein, qui remonte à l'époque ottomane. Aujourd'hui, malgré les aléas diplomatiques entre nos présidents, il s'agit vraiment de deux partenaires commerciaux privilégiés et historiques. On a une forte présence en Turquie d'entreprises françaises, plus de 400, et pas que en fait, sur le plan commercial et économique, mais la France a une présence culturelle importante en Turquie. On a des établissements directement en fait, qui sont rattachés donc, au ministère de l'Éducation en France, des établissements d'enseignement français, et c'est les seuls en fait, établissements aussi nombreux en termes d'enseignement d'une langue étrangère en Turquie. Donc il y a vraiment un amour pour la culture, la langue française en Turquie. Le Made in France est très apprécié, synonyme de sophistication, de qualité. Donc les entreprises françaises vont vraiment bénéficier de cette bonne image quand elles arrivent en Turquie. Et on avait déjà cité quelques acteurs, mais voilà, vous pouvez voir les différentes entreprises du CAC 40 sont présentes en Turquie. Alors, là, pour vous montrer encore quelques exemples d'entreprises donc françaises sur les différents secteurs qu'on vient de traiter, effectivement, que ce soit sur les produits laitiers, la génétique, la nutrition animale, les technologies, on voit des enseignes françaises présentes en Turquie. Que ce soit via d'ailleurs différents, justement, on y arrive, modes d'accès, que ce soit en direct ou via des partenaires. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, alors c'est un peu classique, hein, si vous voulez accéder à un marché, vous avez trois façons, on va dire, standards de pouvoir le faire. Soit vous pouvez exporter en direct auprès de vos clients, cibles, ou via un partenaire. Vous pouvez sourcer, sous-traiter sur un marché. La Turquie, pour ça, offre beaucoup d'opportunités, ou vous implanter directement via une filiale commerciale, via une filiale industrielle, en greenfield, construire votre site de production, ou de plus en plus donc, avec des projets de FUSAC, de fusion-acquisition, de partenariat capitalistique. Donc, la Turquie offre un cadre des affaires assez libéral, hein. C'est un des pays qui se classe parmi les plus attractifs au monde. Il était 11e en 2020. Au niveau donc, de Ease of Doing Business, on était 33e. Donc, de plus en plus, tout se fait, je dirais, de manière automatisée. Les banques turques sont très sécurisées. Beaucoup d'incitations. L'État a vraiment cette politique d'accueil des investisseurs étrangers, non seulement qui sont traités en fait, à égalité avec les investisseurs locaux en termes de tout ce qui va concerner les aides, les incitations, les subventions, voire privilégiés en fonction du projet, en fonction de l'envergure du projet. Il y a bien sûr des risques, on en a beaucoup parlé tout à l'heure, c'est la dépréciation monétaire, le risque de change aujourd'hui qu'il ne faut pas oublier, surtout qu'il faut prendre en compte quand vous souhaitez fixer vos prix si vous visez le marché final en Turquie. La protection, je dirais, de la propriété intellectuelle, c'est un peu partout pareil. La Turquie est alignée avec l'Union européenne, mais effectivement, on est reconnu pour la contrefaçon, donc il faut aussi garder ça à l'esprit. Quelques complexités administratives peuvent avoir lieu, mais très honnêtement, je dirais que la Turquie est vraiment sur ce plan-là très digitalisée. On fait maintenant presque tout sur Internet, donc le côté bureaucratique est vraiment très, très léger. Et puis, les clichés à retenir, hein, si vous souhaitez venir rencontrer des partenaires, des clients en Turquie, effectivement, ils accordent beaucoup d'importance au relationnel. Il ne faut pas refuser de boire un thé, un café quand vous êtes avec des Turcs. Il ne faut pas parler de sujets, je dirais, sensibles, politiques ou religieux, parce que vous avez vraiment en fait un auditoire très large, des personnes très différentes en face de vous, et de toutes petites choses peuvent effectivement impacter la relation commerciale. À propos des relations et des tensions, hein, politiques entre nos deux pays, en toute objectivité, si c'est possible, voilà, comment se passe en fait l'envie des Turcs de travailler avec les Français? Est-ce qu'il y a des embargos implicites, ou est-ce que la fluidité commerciale entre les deux pays reste intacte?
Oui, c'est Parce une que bonne tout le monde se question, pose, Karen. Oui. effectivement la question. Effectivement, et on nous l'a beaucoup posé, surtout lorsque le président turc avait fait appel à boycotter les produits français. C'est un boycott qui est resté, enfin, c'est un appel qui est resté sans réponse, si tu veux, parce que nous, on l'a vécu au niveau notamment de l'industrie. On a continué en cette période de faire de la prospection directe pour des produits équipements français au niveau des entreprises turques, et on n'a jamais été confronté je dirais, à ce veto ou à ce refus. Donc, plutôt que politique, les entreprises françaises, je pense, ont senti l'impact de la dépréciation, le problème de l'inflation en Turquie au niveau des affaires déjà établies. Mais le côté politique, en tout cas, nous, on n'a pas vu d'impact ni sur nos projets anciens, ni sur nos projets en cours. Et au niveau aussi, je dirais, des produits de grande consommation que tout le monde consomme, que ce soit du L'Oréal, enfin les marques françaises qu'on connaît au quotidien, on n'a vraiment pas ressenti de boycott ou d'embargo. Donc ça reste un peu un jeu sur la scène politique, mais on ne le ressent pas dans l'amour de la culture française est vraiment très présent. Mmh. Un petit Oui, mot sur Adventis pour tout à fait, tout à fait. conclure. Donc, aujourd'hui, on s'est concentré sur un secteur particulier, mais il faut savoir, donc Adventis, on traite de tous les secteurs. Nous sommes donc basés en Turquie, à Istanbul, le cœur économique du pays, depuis 2003. Et donc, on travaille avec Bretagne Commerce International parmi tant d'autres partenaires établis en France et aussi dans d'autres pays. Donc aujourd'hui, on a en fait une équipe plutôt pluridisciplinaire, franco-turque, donc nous sommes tous bilingues et binationaux très souvent. Et donc on va vous accompagner dans vos différents projets, que ce soit dans l'opérationnel, mais aussi dans la mise en place de votre stratégie en Turquie. Donc, ce sont des types de prestations qui vont en fait aller de l'intelligence économique, vos études de marché, jusqu'à des besoins très spécifiques. Aujourd'hui, on intervient de plus en plus sur des problématiques liées en fait à la pandémie. On travaille beaucoup sur du portage, beaucoup de qualifications de partenaires, parce que les entreprises ont besoin en fait de sécuriser leur projet avec une présence. Donc, ça peut se faire via une qualification de partenaire. On voit beaucoup de rapprochements aussi capitalistiques, donc on va intervenir aussi sur des projets stratégiques, opérationnels, de fusion-acquisition, de M&A. On voit beaucoup aussi de demandes de sous-traitance industrielle, de sourcing de plus en plus, vraiment un glissement de la Chine vers la Turquie, justement pour trouver une alternative plus sécurisée en termes d'approvisionnement. Et on va intervenir donc sur différents projets clés en main, que ce soit de l'implantation, RH et besoins spécifiques d'organisation d'événements, par exemple, comme on le fait avec nos partenaires. Merci beaucoup, Claire. Merci à toutes et à tous. Encore une fois, merci à notre partenaire pour ces mardis de l'Agri. Merci au SPAS de nous accompagner à chacun de ces rendez-vous. Donc, j'ai noté dans les différents petits commentaires là que l'on a reçus par écrit la demande de certains donc, pour des rendez-vous individuels en visio post-webinaire. Donc, on va vous recontacter très vite pour organiser tout ça. Merci encore pour votre attention. Merci de répondre au petit questionnaire qui va vous être soumis lorsque vous allez vous déconnecter. Les deux prochains rendez-vous pour ces mardis de l'Agri, c'est la Suède le 18 novembre prochain. Et ensuite, on passera sur 2022 le 25 janvier avec un mardi de l'Agri dédié à l'Arabie Saoudite. Merci encore beaucoup, Claire, pour ton expertise Merci à vous. et le travail effectué pour cette présentation très complète de ce matin. On reste à votre entière disposition. N'hésitez pas à recontacter Isabelle ou Claire. Vous avez, comme d'habitude, les coordonnées de tout le monde à la fin de cette présentation que je vous communiquerai cet après-midi ou demain, le temps que ce soit en ligne sur la plateforme BCI Info. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bonne fin de journée à toutes et à tous. Au revoir. Merci, au revoir.